Hello tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Bon vendredi soir. Alors, il est 7 heures. Alors, comme convenu, on va regarder un petit extrait, pas un extrait, on va regarder un film au complet. En fait, pour vous mettre en contexte, euh, on a organisé l'espèce de watch party auquel on va assister tous ensemble. En fait, pour présenter le premier film que j'ai fait. Puis l'idée m'est venue, ben, en fait, c'est pas mon idée théoriquement, c'est l'idée des membres de mon équipe, euh, Valérie Gendreau et Nathalie Rivière de Cometa. Puis on s'est dit, ben, tu sais, Tribal, ben, ça a joué, puis on est super content, puis c'est un beau succès, puis je suis super content de la réponse. Puis souvent, des questions que j'avais, c'est d'où c'est parti cette affaire-là, d'où ça vient, comment ça, par où on commence pour faire ça, comment on voyage, comment, c'est quoi l'évolution de ça, parce que toutes sortes de styles de voyage et d'aventure. Et ben, je me suis dit, ben, ça pourrait être pertinent que je vous montre un peu d'où c'est parti cette affaire-là. Puis là, il faut remonter vraiment à loin, qui est mon premier film que j'ai fait quand j'avais 20, 21 ans. Et puis c'est ça qu'on va regarder ce soir, qui s'appelle Le Grand Rêve. C'est le premier voyage que j'ai fait, c'est le premier film que j'ai fait, le premier long métrage que j'ai fait. Et c'est un documentaire, si vous voulez, sur mon premier tour du monde. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je rêvais seulement de nager, de faire de la natation, puis de performer. Et puis là, je me suis blessé un pied, puis j'ai perdu mon financement de mes bourses. Puis, tu sais, dans la vie, des fois, il y a des événements qui se passent que tu ne contrôles pas, puis là, faut dealer avec ça. Puis j'ai dû dealer avec ça, puis j'avais trouvé ça très difficile. Puis, parce que, tu sais, des fois qu'on a un rêve en tête, ben, c'est pas nécessairement clair, les alternatives. Tu sais, on focus sur quelque chose, puis on se croise les doigts, on dit, ben là, ça va me rendre heureux, puis ça va faire en sorte que ma vie va avancer. Puis souvent, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. C'est pas si simple que ça. Et puis là, il a fallu que, en fait, j'abandonne un peu la natation pour faire d'autres choses, mais c'était vraiment pas clair pour moi. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu es au pied du mur, des fois, puis tu sais pas t'es qui, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais pas c'est quoi vraiment tes talents, dans quoi tu es bon, c'est très anxiogène. Et je pense que ça l'est même de plus en plus parce qu'il y a tellement de choix puis de possibilités en termes de carrière, de choix de vie, puis maintenant même d'identité. En fait, on peut vraiment tout choisir comme on veut, comme s'il n'y avait aucune limite ou aucune conséquence. Donc ça crée une énorme pression de faire le bon choix. Ça crée beaucoup d'anxiété. Et donc, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je dois faire? Puis j'ai décidé que j'allais faire le tour du monde. Donc, j'allais faire le tour du monde sans argent. Et ben, sans argent. Non, j'en avais un peu. J'avais autour de 5 000 que c'était mes économies pour la natation. Mais là, comme ça ne fonctionnait plus en natation, ben là, il fallait que je trouve une autre destination pour cet argent-là. Et puis là, j'ai décidé d'accomplir un autre rêve que j'avais comme un petit peu oublié puis enterré, qui était de voyager, de partir à l'aventure, backpack. Je n'avais jamais voyagé, fait que j'avais 20 ans, puis je n'avais pas voyagé encore. Et c'était juste une idée que j'avais depuis que j'étais jeune de voyager, puis faire des expéditions, puis des choses comme ça. Mais ça ne s'était jamais vraiment matérialisé. Puis là, je me suis dit, mais là, regarde, j'ai plus rien à perdre et je vais le faire. Donc, ce que j'ai fait, je me suis acheté une petite caméra. J'ai mis une carte de 1 gig là-dedans. Parce que là, ça, c'est là 17 ans déjà, parce que là, j'ai eu 37 ans cette semaine. Déjà 17 ans. Fait ce que vous allez voir, c'est ça date. Là, ça a été filmé il y a 17 ans avec une caméra que j'ai tapée dans la main, genre une petite caméra photo. Puis là, j'ai mis un gig dedans. Puis là, je pouvais filmer jusqu'à maximum 1 gig avant de le transférer sur un CD. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Puis, mon but, c'était de faire le tour du monde avec le minimum d'argent possible. Et c'est ça que j'ai fait. Puis, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas vraiment de plan précis à part faire le tour du monde, puis filmer ce que j'allais faire. Puis, le but, c'était
c'était tout simplement que j'y aille comme ça, sans trop de préparation. Le concept, c'était pas de préparation, en fait. Tout ce que j'avais préparé, c'était je vais avoir mon backpack, je vais filmer ce que je vais faire, puis je vais faire le tour du monde comme ça, puis le but, c'est de revenir l'autre bord. C'est tout. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et donc, ça a été vraiment, je pense, là, probablement le point tournant de ma vie parce que ça a pu mettre les choses ensemble, c'est-à-dire, j'ai pu mettre le doigt sur le fait que j'aimais la psychologie, j'aimais le développement humain, j'aimais le comportement humain, j'aimais aussi l'aventure, définitivement, et j'aimais ça filmer des choses. Donc, raconter cette histoire-là, être capable de prendre des images, puis pouvoir les montrer à d'autres pour les partager. Donc, ce voyage-là était assez crucial pour moi parce que ça a mis ensemble ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis donné, ça a clarifié ça, puis deux, je me suis donné le droit de dire, OK, mais d'abord, je vais faire ça. Et quand je suis revenu de mon voyage, ben, j'ai continué à faire ça, tout simplement. J'ai commencé ma compagnie Psychom. J'ai fini mon bac en communication, j'ai commencé à étudier en psychologie, j'ai continué à vouloir faire d'autres films d'aventure, puis je fais d'autres documentaires sur les tribus après. Donc, ça a été ça, ce voyage-là. Ça a tout commencé pour moi. Et donc, je vais vous montrer ça. Ça dure peut-être 50 minutes, 55 minutes. Il y a environ 28 pays là-dedans. Donc, c'est un documentaire que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Fait que, vous allez voir que c'est pas la même qualité que ce que j'aurais fait là, ni qualité de tournage, filmé de même, un peu broche à foin, pixelisé puis tout. Puis, c'est ça. Fait que on va juste le regarder. Fait que je vais partager mon écran. Puis, et voilà. Fait que vous allez voir, là, il est divisé en plusieurs petites parties. Fait que des fois, il faut que je fasse stop. Il faut que j'ouvre mon autre fichier. Fait que, c'est un petit peu broche à foin, mais on est entre amis, hein, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vous partage ça. OK. Donc, Valérie, ma collaboratrice, tu me diras si j'ai un problème, si ça marche. Donc, ça part au Vietnam. Alors, c'est parti. Euh, Valérie me dit que l'image lag. Je ne sais pas pour vous autres comment ça feel. J'espère que ça lag pas trop pour vous autres. Normalement, les vidéos, ça passe assez bien. Fait que, ouais, là, j'ai fait pause. Fait que, je vais juste le repartir. Alex Leduc est un champion de triathlon. Alors, il comprenait exactement. Je ne sais pas si c'est encore en pause. Ça me dit que. Excusez-moi, là, j'ai un petit problème technique ici. Je vais juste refaire le partage d'écran
pour être sûr que ça ne lag pas. OK. On va continuer ça. Comment je me sentais. Le besoin de décrocher. Il a fait 2 fois le tour de la Terre. Et à force de m'en parler, j'ai décidé que je partirais. Tu vas rencontrer toutes sortes de monde. OK. On me dit que peut-être j'ai pas coché la bonne affaire. Tiens. OK. D'après moi, ça va bien aller. Le monde, ils sont en mode survie, hein. Oublie pas, hein. Puis toi, ben, t'as plus d'argent qu'eux autres. Fait que c'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est parce qu'ils ont des bouches à nourrir chez eux. Des arnaques, il y en a partout. Ah ben là, ça n'a pas de bon sens. Guillaume, ça n'a pas de bon sens. S'il arrive quelque chose, si t'es malade, il n'y a personne là, qui va être au courant. Si t'arrive un malheur, là... Yeah, je te promets que je vais t'écrire plusieurs fois par semaine. OK? Je suis pas sûre si ça me rassure, ça. Pierre, viens ici, s'il te plaît. Salut, Guillaume. Il y a un nouveau projet, là, il arrête la natation. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais là, dis-lui, Guillaume. Ben, je vais aller faire le tour du monde. J'ai réfléchi, puis je pense à la meilleure chose que je peux faire. Là. Vraiment. Le tour du monde, c'est quand même le fun. Là. Oui, il part. C'est un beau projet. Il part tout seul, quand. Mais là, c'était un peu risqué, par exemple. Tu pars pour combien de temps? Environ 1 an. Comment tu vas financer ça? Je sais pas encore, là, mais je vais travailler là, jusqu'à temps que je parte. Tout simplement. La malaria, il faut que tu fasses attention. Les moustiques, il faut que tu te protèges tout le temps. Tout le temps, parce que les autres, ils vivent avec les cochons, ils vivent avec les poules, ils ont des maladies, tout. Puis, regarde, tu te fais piquer une nuit, et le lendemain matin, tu peux avoir la malaria. Tu as choisi de réaliser le plus grand rêve que tu as jamais imaginé. Pour ça, il t'a fallu accepter de laisser tomber tout ce que tu aimes pour faire le tour de la Terre. Tu devras relire cette lettre à la toute fin de ton voyage. Lorsque tu la reliras, et ce peu importe dans quel endroit où tu te trouveras, tu devras repenser aux 8 mois qui se seront écoulés. Pour vous mettre en contexte, là, à ce moment-là, moi, j'ai jamais voyagé. Là. Fait que, moi, je me suis acheté un sac à dos, puis j'ai dit à tout le monde que je m'en allais pour faire le tour du monde, mais j'avais aucun plan, aucune stratégie. Je ne savais même pas c'était quoi sortir vraiment du Québec. J'étais allé peut-être une couple de fois aux États-Unis pour des compétitions, un peu en vacances, des choses comme ça, mais j'avais aucune idée c'est quoi voyager, là, vraiment zéro. Puis là, à l'aéroport, j'étais super stressé. Là. Normalement, on est comme content de partir. Là, je savais que je partais pour un long moment, presque 1 an. Fait que j'étais pas du tout en espèce d'euphorie. J'étais vraiment plus en mindset de pré-épreuve, là, comme je pense que je le sentais que ça allait être assez tough. Et puis, je suis atterri en Égypte et ça a commencé comme ça. Et là, la première chose que je dois faire, c'est aller dormir chez quelqu'un parce qu'il y a des sites où tu peux dormir chez des gens. Fait que là, il fallait que j'aille dormir chez un gars que j'avais rencontré sur Internet. Puis c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Ma première mission est de trouver la demeure de Karim, un gars que j'ai rencontré sur Internet et qui est supposé m'héberger. Ça pue tellement, ça n'a pas d'allure. Perdu. J'ai la carte des mains. Je sais où je m'en vais. Je montre ma carte à tout le monde. Il n'y en a pas un qui sait où. Un autre qui sait où est-ce qu'il est. C'est bon? C'est une police, ça sait sûrement c'est où. Ah bah devant nous. تراب. تراب. تاكسي درون.
répondre? OK. Presque une réponse ici. Tout le monde me dit d'aller à gauche, à droite. Les noms de rue sont pas marqués. Je comprends rien. Je suis finalement arrivé à destination, chez Karim. Vraiment chaleureux. Je suis vraiment content d'être dans une place comme ça. C'est vraiment un coup. C'est vraiment un choc, là. Être dans une culture comme ça, là, du jour au lendemain, là. C'est pas vraiment de style, là. Mais là, je me sentais mieux en deuxième moitié de journée. Je me sentais un petit peu plus habitué, tout ça. Puis, ça, demain, je vais aller voir les pyramides. Regarde là. C'est quand le soir, toute la journée, ça va tout le temps bien. Quand je sais quelque chose à faire, ça va bien. Mais le soir, c'est pas pareil. On dirait que quand je suis seul dans ma chambre ou n'importe où, on dirait que je me sens vraiment seul. Puis c'est du temps à ce moment-là que je m'ennuie le plus, puis que je pense le plus à vous. Alors que tu écris cette lettre, tu ignores encore ce qui t'arrivera. Mais voici ce que tu auras à faire pendant ce voyage. Tu devras le vivre comme si rien d'autre n'avait de sens pour toi. Ça fait juste 14 jours que je suis parti puis je suis plus capable. J'ai l'impression que tout le monde me parle pour me soutirer quelque chose. Ça me rend paranoïaque 24 heures sur 24. J'aurais peut-être pas dû partir. Je croyais qu'un voyage m'aiderait. Mais j'ai juste le goût de retourner chez nous. Je peux pas. On va prépare aller en Afrique et combien de pilules contre la malaria? En Égypte, là, sur ce bout-là, là, tu sais, ce que je peux vous dire, là, c'est... Vous avez vu un petit peu quel genre de commentaires je fais à la caméra, puis tout ça. J'avais aucune idée de ce que je disais, là. Mais j'étais vraiment... je me levais, puis j'essayais de passer mes journées, puis j'essayais de faire comme semblant de vivre un peu. J'avais pas aucune idée de comment prendre une bonne décision. Je ne savais pas comment faire une bonne journée ou prendre une décision pour faire OK, qu'est-ce que je vais faire là, comment cette décision-là va me rendre content ou pas content. C'était vraiment du guess absolu. Puis, comme je le dis, c'est le soir que ça rentre le plus dedans parce que c'est très difficile le soir. Parce que tu es tout seul, c'est là où tu penses le plus le soir. C'est le pire moment quand tu vas pas bien ou quand tu sais pas où ta vie s'en va. Le soir, c'est très tough. Donc, ça, c'était vraiment un moment vraiment difficile. Là. Puis, tu sais, je dormais dans des espèces d'hostels à $1,50 avec des coquerelles partout, des souris partout qui me montaient dessus pendant la nuit. Ça a été ça pendant 2 mois en Égypte. C'est vraiment, vraiment tough. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Fait que je me suis dit, ben, tout ce que je peux faire, c'est de prendre la décision la moins pire possible. Puis je me suis dit, ben regarde, j'ai toujours voulu aller voir des animaux, donc je vais aller au Kenya. Fait que là, j'ai pris l'avion, puis je suis descendu au Kenya. Puis là, ça a commencé, il y a des choses qui ont commencé à se passer à partir de là. Fait que on va regarder ça. Fait que là, quand j'arrive au Kenya, ben c'est comme une autre affaire, tu sais. Puis
il y a de la nature, tu peux faire des safaris, il y a moyen là, de visiter ça de façon assez touristique. Puis tout de suite, ça m'a plu beaucoup. Puis je savais qu'il y avait des tribus là, puis il y avait les Maasai. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller trouver des Maasai. Fait que ça a été ma première tribu, c'est elle. On dit que toutes les vaches appartiennent aux Maasai. Elles rentrent au village en écoutant l'appel de leur gardien. Le chef a délégué un certain Samuel pour me faire visiter. C'est le seul du village qui se débrouille en anglais. Ça, avant, c'était un guerrier, Maasai. Maintenant, il est rendu à 28 ans, fait que là, il est rendu assez vieux. Puis, ça, c'est un des lions que tu sais. This is one of the lions killed? Yeah. This is the one the young generation is going to kill alive. The age of 15 years, so you must go to kill alive. At 15 years old? After 15 years. The age of 15 years. Okay. You want to wear? Yeah, sure. I take you one photo. Yeah, and I do nothing with Donc là, Samuel, que vous voyez là, ben, il m'invite dans sa hutte. Et dans sa hutte, la hutte est faite en terre. Okay? Puis là, il y a plein de... On voit, c'est en terre, puis là, il y a des bébites qui vivent là-dedans. Fait que la nuit, les bébites sortent. Okay? Puis là, ils vont partout sur toi. Puis ils vont dans tes oreilles, dans tes trous de nez, comme là dans tes cheveux. C'est vraiment pas des nuits faciles. C'était ma première tribu, mon premier village traditionnel où j'étais allé. Mais pendant que je relevais ce défi-là, c'est la première fois que je sentais que là, je faisais quelque chose qui avait plus de sens dans ma vie. Fait que je peux dire là, que le premier, une des choses majeures qui a changé pour moi à ce moment-là, c'est que c'était moi qui m'étais donné ce défi-là d'aller en Afrique. C'est moi qui l'avais choisi. J'avais choisi d'aller là, j'avais choisi de dormir là. Donc, c'était le résultat de mes choix. Puis, c'était difficile aussi. Fait que j'étais comme content de relever des défis que j'avais moi-même établis. Et ça, pour moi, c'est un élément de motivation qui est extrêmement important. Je n'étais pas vraiment conscient de ça. Je n'étais pas du tout en psycho à ce moment-là. Mais je commençais à me sentir vivant. Puis, je savais que j'étais super loin. Je dormais super mal. J'avais des bébites sur moi tout le temps. Mais j'étais comme, hey, quand même, je suis là. C'est quand même quelque chose d'être là. Fait que c'est comme si je prenais conscience que le trajet, tu sais, tout le monde dit, le trajet, c'est aussi important. Je vais juste vous expliquer quelque chose avant de continuer. C'est que le trajet est aussi important que la destination. Évidemment, tout le monde dit ça, mais je doute beaucoup qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Puis, pour moi, le trajet, ça veut dire faire la décision de faire un pas, et prendre la décision de faire l'autre pas, prendre la décision de faire l'autre pas. Et cette satisfaction-là d'avancer sur son propre chemin est en soi quelque chose qui relève de la croissance. Donc, c'est la première fois que je faisais un peu plus ça, parce qu'avant, j'obéissais plus. Tu sais, j'étais un bon élève, fait que j'obéissais à mes profs ou à mes parents ou à mon coach de natation. Fait que j'étais un bon élève, j'obéissais, puis à un moment donné, ben là, il a fallu que je transgresse la règle de ne plus obéir à d'autres que moi. Et ça a été ça, là. C'est là que ça s'est plus révélé. Fait que j'étais dans cette hutte-là, puis j'étais comme content, mais physiquement, j'étais très fatigué parce que c'est très difficile. J'ai passé une semaine à ne pas dormir, à ne pas manger grand-chose, conditions très difficiles, mais moi, je me souviens encore de la satisfaction que j'avais d'être là. Et donc ça, pour moi, ça a été quand même un turning point important. Puis vers la fin de ce séjour-là avec les Maasai, ben là, ils m'ont dit « Ah, Guillaume, ça serait bien que tu fasses un rituel avec nous. » Fait que je dis « Ah, ben oui, parfait. » Là, j'étais comme dans un mindset de « Ah, je suis ouvert et là, je suis... » Quand tu commences à voyager, là, tu te crois un peu, là, surtout que tu vis quelque chose comme très profond, la fin du monde, là, comme moi j'ai vécu ça et tout ça. Fait que c'était un peu ça, j'étais un peu dans ce mindset-là, ce qui est tout à fait normal. Fait que là, je dis, ben oui, parfait, on va faire ce rituel-là. Fait qu'il dit, OK, on va faire le walaché. Puis je suis comme, ah oui, super, faisons le walaché, tu sais. Aucune idée c'est quoi. Fait que voici le walaché. Really good.
On va faire le rituel, là. Je sais pas c'est quoi. Shake it. It's blood? Only blood? We make fresh now. That wasn't the blood when you... The blood. That is some fresh blood. Okay. 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 Kalau hari ada nanya kali, mana pasal? Bos ya. Ini lagi. Aku dia nak harga bawa benar. Ada. Ada masyarakat itu. So now this is the fresh blood, and sometimes we mix and milking together. Okay. Good, no? Donc ça a été officiellement mon premier rituel que j'ai fait dans une tribu. Ça a commencé un petit peu raide, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Qu'est-ce que ça goûte? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Ça goûte le métal. Ça goûte un peu comme notre sang, mais ça goûte le métal. La vache est restée vivante. On a un petit bouchon dans la carotide et elle s'en va. Fait que c'est dans les temps de sécheresse, ben, on boit le sang pour avoir un peu de protéines. Donc, ça aussi, ça a vraiment changé quelque chose pour moi, ce rituel-là, parce que ça m'a fait prendre conscience que ce qui est dégueulasse pour moi, ce n'est pas nécessairement dégueulasse pour les autres. Et donc, ce sont deux réalités qui doivent coexister en même temps. Et donc, ça voulait dire aussi que je dois commencer à prendre beaucoup plus de responsabilités personnelles sur mes préférences à moi. Et puis, quand je suis sorti de là, ben, je me suis dit, OK, ben, je vais continuer à appliquer la même recette. Je vais faire juste des copier-coller de ce que je viens de réussir. C'est-à-dire, je vais prendre une décision, je vais affronter le défi et je vais apprendre quelque chose. Puis, je prends la décision d'avance d'être content de l'expérience qui va arriver, peu importe ce que c'est. Fait que le prochain défi que je me suis donné, c'est de traverser le Kenya à pied. En fait, le 3/4 du Kenya, ça se fait en 8 jours environ. Donc, c'est ce que j'ai fait. Fait que je suis parti dans ma première expédition à pied pendant 8 jours. Et puis là, ben, quand tu es en expédition comme ça, il faut que tu prévois beaucoup ton eau. Fait que tu calcules tes rations d'eau par jour. Fait que là, j'avais 2 porteurs et un guide. Et donc, on est parti comme ça. 8h30 qu'on marche sans arrêt. On s'est pas fait manger par des lions encore. La route devient un moment pour penser. Et ceux qui croisent ma route m'aident sans le savoir. Il va falloir qu'on fasse attention parce que ça se peut qu'il y ait un lion pas loin. On va dans la même direction, fait que on va faire attention, se tenir un petit peu plus dans les endroits dégagés. Comme ça, si le lion approche, il va falloir qu'on va avoir le temps de réagir un petit peu plus que si on passe proche des buissons puis il attend là. Ok, c'est ici qu'on va passer la nuit. Cette nuit-là, je décide de dormir à la Belle Étoile, dans mon hamac. Les porteurs et Kaloulou, mon guide, dorment dans la tente. Au pire, s'il pleut, j'irai les rejoindre. Là, c'était ma première, ou une de mes premières nuits de ma première expédition en Afrique. Fait que là, c'est sûr que j'avais aucune expérience, puis j'avais pas de réflexe de survie du tout. Je partais vraiment de zéro, mais j'étais tout excité. Et là, ben, on fait un campement. Là, la nuit tombe, puis là, on fait un feu. Et moi, je voulais pas dormir avec les porteurs puis Kaloulou, le guide, parce que j'étais écœuré de dormir collé sous du monde en sortant de la tribu. Donc, j'ai décidé de dormir dans mon hamac, tout simplement. Et pendant la nuit,
Là, je me suis réveillé parce que j'avais froid, puis il me pleuvait dessus. Fait que là, il me pleuvait dessus. Puis là, j'étais comme dans un bain, tu sais, parce que tout le hamac était plus rempli d'eau. Fait qu'il y avait plein d'eau dans mon hamac. C'est pour ça que j'avais froid. Le feu était éteint. Donc là, tu sais, c'est très chiant, OK, quand tu es tout mouillé en expédition parce que c'est très dur de se sécher. Tu es assuré de mal dormir. Donc, tu n'auras pas d'énergie le lendemain. C'est tough. Fait que là, avant que je sorte du hamac, j'entends comme un bruit à côté de moi. Puis j'entends comme une espèce de respiration là, animale avec des pas, mais je vois pas parce que j'ai le hamac comme ça. Fait que je vois pas, tu sais. Fait que là, j'ai comme vraiment peur. Et là, je sens que l'animal est proche, puis l'animal, il sent le côté du hamac comme ça. Puis là, j'ai super peur. Fait que là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis caché la tête dans l'eau. Oh, attendez, je vais juste finir mon anecdote. Fait que je me suis caché la tête dans l'eau pour penser à protéger, mais tu sais, quand tu es stressé, quand tu es anxieux, tu fais pas des choses vraiment intelligentes toujours. Donc, je me suis caché la tête dans l'eau. Et puis là, j'ai retenu mon souffle. Puis là, l'animal a passé sous mon hamac. Fait qu'il frottait son dos contre mon dos. Fait que là, j'avais super peur. C'est une des fois, je peux te dire, là, j'ai comme vraiment, là, sur le moment, j'ai eu peur de mourir. Ça m'est pas arrivé vraiment souvent, même en voyage, même plus tard. Mais ça, là, je peux te dire, cette fois-là, je peux dire que oui, j'imaginais ça, là, tu sais. Puis là, l'animal a repassé sous moi, puis là, j'entendais qu'il semblait partir. Fait que là, je me suis dit, il faut absolument que je regarde. C'est d'un coup que c'est genre Simon et Pumba, et, un facochère ou des choses comme ça, un truc comme ça, c'est pas grave. Fait que j'ai regardé, j'ai levé ma tête, puis j'ai vu qu'il y avait un lion qui était là. On avait vu des traces pendant le jour, puis on a mal géré ça. Fait qu'il était d'un parage, il a dû sentir quelque chose. Donc, il y avait un lion là. Puis j'ai remis ma tête dans l'eau. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est parti après. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est ma première rencontre avec un lion. Et je suis content que ça ne soit pas plus mal passé que ça. Puis voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé cette nuit-là. On part tous les matins pour profiter de la fraîcheur. Tout ce qu'on fait, c'est marcher, mettre un pied devant l'autre. Je suis vraiment mort, là. Ouais. C'est la 4e journée de marche qu'on fait. On marche environ 7 à 10 heures par jour. Puis j'ai un méchant gros sac à dos, je pèse environ 70 livres. Je fais des pas de 30 cm maintenant. OK. Je vais arrêter momentanément le partage. Je vais juste changer de bloc. Il y a 4 blocs. Fait que je vais juste fermer celui-là. Je vais repartir un nouveau bloc. Un instant. Vous êtes pas mal de monde. Vous êtes 400-500 personnes. C'est cool. Merci d'être là. C'est le fun. OK. Alors, on poursuit. On est toujours dans la trek. C'est parti. Tout le monde attend après moi. Les autres sont comme à 1 kilomètre en avant, puis ils s'assoient parce qu'il faut qu'ils m'attendent. Il reste encore 2 jours. C'est mon guide. Kaloulou, il a mangé quelque chose dans la forêt là, tout à l'heure. Un genre de fruit, je sais pas quoi. Ça, il est malade, là. Il est knock-out que du Les porteurs sont partis. Là. Le prochain village, il est loin, là. Il est comme à 10 km. Là. Let's go, gang, on lâche pas! Montrez-moi que vous êtes des hommes! Ah ouais, on pousse! Dégage! Dégage, je t'ai dit, sors de la piscine! Attends chez vous, va écouter la TV. Je suis un spécialiste des courtes distances, un sprinteur. Mais aujourd'hui, l'équipe s'entraîne en endurance, en longue distance. Mes épaules sont déchirées de douleur. À chaque longueur, je me pose la question, est-ce que j'ai le courage de... On est ici, là. J'ai laissé un petit peu de temps pour poser. Il a vomi un peu. Je pense que ça devrait être correct. On va y aller pour... Notre groupe nous attend au prochain village. Kaloulou? Are we going? Yeah.
qui va tenir le coup. Je vais juste vous raconter quelque chose. Kaloulou, OK, qui est le guide qui est là, quand je l'ai rencontré au début de la trek, je savais que je cherchais un guide qui s'appelait Kaloulou. Puis je lui demande, est-ce que t'es Kaloulou? Il dit non, moi c'est Peter. Je fais, OK, ben moi je cherche Kaloulou. Il dit, je suis Kaloulou. Je dis, ben là, t'es Peter ou t'es Kaloulou? Il dit, ben, je m'appelle Kaloulou, mais Peter c'est plus cool. Je dis, OK, Peter. Mais finalement, je l'ai appelé Kaloulou pareil. Il était tellement. Choisissez votre guide, OK? Pour ceux et celles qui veulent commencer les expéditions en Afrique, là, allez pas n'importe où, prenez-vous un bon guide, parce que ça ne vous coûtera pas si cher que ça. T'sais, vous êtes capable de vous en sortir à une coupe de 100$ US, mais ça va valoir une coupe de 100$ US. Il ne connaît rien, là. Il ne connaissait rien, Kaloulou. Puis moi, j'étais full intéressé là, à savoir la nature. Là, je posais des questions sur les plantes, puis tout ça. Puis comment... Là, vous avez vu, le Kaloulou, il était à terre, là, il a mangé de quoi. L'affaire, c'est qu'on se promenait. Puis là, je regarde une plante avec des espèces de petites pommes dedans. Puis je disais, hey, Kaloulou, ça se mange-tu, ça? Il dit, je le sais pas, tu sais. Puis il prend ça. Puis là, je dis, ouais, mais t'es pas obligé d'en manger, là, tu sais. Je posais ça de même, là, tu sais. Énerve-toi pas avec ça, là, c'est pas grave. Il dit, non, je pense que ça se mange. Puis il croque là-dedans. Puis là, il tombe, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'il a perdu connaissance, puis il a vomi partout. Puis là, les porteurs étaient super loin. Là, j'étais pogné avec ça. Fait que, ouais, choisissez votre guide, les amis. C'est pas facile, ça va avoir un bon guide. Et une chose que j'ai jamais dit à personne, mais que, en regardant ça, ça m'a fait prendre conscience de ça. Je me souviens que en marchant exactement sur cette route-là là, que vous voyez, je me souviens que je pensais à de la communication. Je me souviens exactement que je me disais, dans un message, il y a deux parties. Tu as une partie contenu, puis tu as une partie relation. Je ne sais pas, je sais pas exactement pourquoi je pensais à ça, mais je me souvenais que je pensais déjà beaucoup, beaucoup à la communication, déjà à cet âge-là. C'était quelque chose qui me revenait tout le temps. Puis, peu importe dans les pays où j'allais, je me posais ces questions-là sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication. Fait que, voilà, on continue. C'est le dernier jour de la trek, mais aussi un jour sans eau. Quand tu arrives dans une trek, il faut que tu arrives avec ton eau. Fait que je demande, je peux savoir une autre bouteille? Je dis, non, on n'a plus d'eau. Je dis, quoi? Je dis, non, check mon eau, là, mon eau à moi, là. Il dit, non, il n'y en a plus. On est en plein milieu d'une brousse, là, tu sais, à des kilomètres de quoi que ce soit, plus d'eau. Hey, celle-là, c'est mal. C'est comme tout à l'heure. Je demande au guide, je demande à Kaloulou, combien de temps qu'on va arriver au village? Genre, bientôt. Genre, 1 heure. Genre, OK. Parce que ça, 1 heure, c'est bientôt. C'est comme à côté. 1 heure de marche, c'est comme aller aux toilettes. Il n'y a rien là. Ça a pris 2 heures. 2h45. C'est tout le temps comme ça. Tu demandes quand est-ce qu'on arrive là, quand est-ce que la personne arrive, quoi que ce soit. Il dit 1 minute, il dit 1 heure, 2 heures. Impossible. Faut que tu multiplies minimum par 2 ce temps-là. Minimum. Impossible. Il dit 1 heure, c'est impossible que ça soit en bas de 2 heures. Faut-tu comme pour avoir conscience, je sais pas, de l'avenir. Puis le gars, il a de l'expérience, là. Il est temps que ça finisse, là, cette expédition-là. On est au resto. C'est tout. La trek est le plus dur entraînement que j'ai jamais fait. J'ai passé 21 jours en brousse. L'île de Lamou, un ancien repère de pirates, serait parfait pour me reposer. Mais avant de partir pour l'île, je voulais prendre des nouvelles de mes parents.
reprends des forces pour la suite du voyage. Je demandais rien de plus, mais une occasion de plongée s'est présentée. Je viens de faire ma première plongée. Il y avait beaucoup de courant. On m'avait prévenu aujourd'hui, il y a beaucoup de courant. Et l'eau est haute. Ça faisait en sorte qu'il fallait que j'aille assez creux pour aller trouver des poissons. Il y en avait des pas mal beaux. Mais pas autant que j'aurais pensé. C'est le fun quand même. Je vais retourner dans l'eau. On vient de se virer. Il y a plein de requins ici en plus. Are you okay? Je sais pas, il y a vraiment plein de requins ici. On était chanceux, il y a juste un autre bateau qui passait par là. Fait qu'il nous a aidé à nous rescaper. Là, à ce stade du voyage, ça fait peut-être, je dirais, 4 mois que je suis parti. J'ai commencé à pogner le beat, tu sais. J'ai commencé à pogner mon pacing de voyage. J'ai commencé à être plus groundé sur moi, sur mes affaires, à être mieux dans ma peau, être plus capable de prendre des décisions. Je me suis pratiqué à prendre des décisions. Je me suis pratiqué à assumer mes décisions. Je me suis pratiqué à prendre plus de responsabilités, puis prendre plus de défis, puis aller jusqu'au bout. Donc, il y a des apprentissages qui commencent à rentrer. Là. Je suis plus autonome, disons. Okay? Je suis moins dépendant. Mais je me rends compte à quel point c'est comme vraiment difficile de faire juste que quelque chose aille bien. C'est vraiment tough. Juste faire une activité, c'est comme si c'est impossible de réussir quelque chose. Tu sais, c'est vraiment, vraiment dur. Il y a tout le temps quelque chose qui plante à quelque part. Il y a tout le temps un drame qui se passe à quelque part. Je suis tout le temps sur le bord de chavirer. Ça ne marche pas. Fait que, tu sais, on dirait que je commence à me prendre conscience que c'est comme peu importe ce que tu vas faire, c'est toujours dur, tu sais. Mais en contrepartie, tu vis quelque chose. Fait que, c'était pas encore clair là, à ce moment-là, mais je pense que ce qui est de plus en plus clair, ce qui était de plus en plus clair pour moi, c'est beaucoup mieux vivre plus d'affaires imparfaites et plus intenses que beaucoup de choses belles au niveau esthétique avec moins de défis. Le sens est beaucoup, beaucoup moins là. Bon, là, je vous le dis avec des mots plus aujourd'hui, mais à ce moment-là, tu sais, c'est dur, là. À ce moment-là, c'est quand même assez difficile là, comme voyage, je trouve ça tough, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas content de ce qui se passe, je me souviens à ce moment-là. À ce moment-là aussi, et c'est là où on va, là, c'est que je commence à me sentir un peu étourdi, à avoir un petit peu mal partout, mal de tête. Puis en Afrique, on n'a pas vraiment de grippe, tu sais. Fait que là, je commence à me poser la question, je me dis, OK, je devrais peut-être me faire tester ou passer des tests. Et là, il y a plein de petites cliniques, parce que là, moi, j'habite un peu à Kibera, qui est le plus grand bidonville d'Afrique, si je ne m'abuse, le deuxième plus grand ou le plus grand avec Johannesburg, quelque chose comme ça. À Kibera, c'est à côté de Nairobi. C'est un bidonville. Donc, moi, je dormais là-dedans. Dans un bidonville, ça faisait extrêmement pitié. Et à côté du bidonville proche, il y avait une petite clinique où est-ce qu'ils font des tests sanguins, principalement différents tests de maladies typiques là-bas. Fait que là, je m'en vais là, puis j'attends pour passer un test, un blood test. Fait que c'est ça. Fait que là, je rencontre un des infirmiers. Je décris un peu mes symptômes. Prend un échantillon de mon sein, il regarde ça au microscope, puis il me dit que j'ai la malaria. Bon. Alors, j'ai eu la malaria peut-être 4-5 fois dans ma vie, facilement. Donc, voici ma première fois que j'ai attrapé la malaria. Donc, là, en fait, c'est une actrice qui est mon amie, qui est psychologue maintenant aujourd'hui, qui s'appelle Rachel Langevin, mais qui jouait ma blonde parce que dans ce temps-là, j'y pensais beaucoup. Donc, j'ai la malaria, je prends mes médicaments. Et aussi, la prescription qu'ils me donnent, c'est qu'il faut vraiment que tu te reposes quand tu as la malaria. Fait qu'il faut que tu boives beaucoup d'eau, il faut que tu te reposes, tu ne bouges pas, tu prends tes médicaments, puis c'est ça qui fait en sorte que tu guéris plus vite. Mais
Tu sais, l'anxiété, ce qui est difficile, c'est que dans l'anxiété, tu as des composantes extrêmement évitantes. Donc, tu as toujours à l'idée d'éviter les sources anxiogènes. Fait que quand tu as des sources d'anxiété à l'intérieur de toi, qui sont toujours là à ce moment-là du voyage, là, et donc, quand je bougeais pas, j'essayais de me reposer de ma malaria, ben, j'arrêtais pas de réfléchir. Donc, souvent, la douleur émotionnelle est beaucoup plus inconfortable que n'importe quelle douleur physique. Et je n'étais pas capable de juste rester dans mon lit puis me reposer parce que je pensais toujours, puis là, j'avais juste ça à faire, réfléchir. Fait que je n'ai pas été capable de me reposer. Fait que j'ai pris mes médicaments, oui, mais je ne me suis pas reposé. Puis à la place, ben, j'ai pris la décision de partir du Kenya et de m'en aller au Rwanda pour aller grimper au-dessus des volcans parce que je voulais habiter avec des gorilles. Fait que c'est ça que j'ai fait à la place de me reposer. On vient de trouver un gros ver de terre. Comment? C'est la famille Maoro, un mot utilisé partout en Afrique et qui signifie paix. Là, je suis au Rwanda, donc évidemment, au Rwanda, il n'y a pas seulement des gorilles, il y a beaucoup de choses, entre autres une histoire qui est assez troublante. En 1994, vous savez qu'il y a eu un génocide entre les Hutus et les Tutsis, donc deux ethnies qui se sont affrontées à coups de machette. Ça a été 1 million de morts en 100 jours. Donc, c'est un pays qui a souffert énormément. Et donc, je suis là, puis là, je vais juste me pointer à quelque part, puis là, évidemment, comme vous voyez, le monde me suit. Et je passe proche ils appellent ça un mémorial, c'est-à-dire un endroit où il y a eu particulièrement beaucoup de morts. Et à ce moment-là encore, là, il est encore en train de nettoyer des eaux, de gosser après des eaux. Donc, c'est pas la plus belle vision. Tu sais qu'est-ce que c'est ici? Ici, nous sommes dans l'église. Ça, c'était l'église. C'est l'église catholique. Vers le 15 avril 1994, les miliciens, les policiers, les soldats, tous ceux qui ont la responsabilité de venir les attaquer sont venus. Ici à l'intérieur, il y avait au moins 8 000 ou 5 000. 8 000 personnes à l'intérieur de cette petite église. Alors ils étaient entassés, oui. Ils ont pris la décision de fermer les portes. Alors les miliciens et les soldats et les policiers ont préféré dilancer des grenades à l'intérieur. En entrant à l'intérieur, ils ont commencé à utiliser les matériels comme les machettes. Les enfants, on les frappait contre le mur. Les femmes enceintes, on ne peut pas dire que c'est une opération, mais on les opère, on prend les bébés à l'intérieur, on les frappe contre le sol ou même contre un pied ou une pierre. Des enfants, tout ça ce sont des eaux. On prenait par exemple les t-shirts ou une chemise, quand on essayait de faire comme ça, alors les os tombaient par terre. Tu vois, il y avait autant des habits. Tu vas les mettre ensemble et les entasser. Ça devient ingrattant. Même si tu sens l'odeur. Ouais, ça sent fort. C'est le problème, ça dépasse même l'imagination de l'humanité. À être tué par ton voisin, que tu as hébergé, que tu as même tout ça. Alors, quand on essaie de s'imaginer, de voir comment ça a été, même de trouver la solution, on ne trouvait pas la solution dans cet intervalle du temps. On pense toujours qu'on est tout seul à avoir mal. Parce que j'avais pas pris mes médicaments comme du monde, ma malaria avait progressé. J'avais maintenant besoin de sérieux soins. Oui, donc c'est un passage assez intense qui s'est passé au Rwanda.
Je ne sais pas, sûrement, il y a peut-être des gens d'entre vous qui êtes déjà allés au Rwanda. Alors, il y a plusieurs choses. Là. Je pense que là, je suis rendu peut-être à la moitié de mon voyage à ce moment-là. Plusieurs apprentissages là-dedans pour moi. La première affaire, c'est que peu importe ce que tu tentes, ça va être difficile. Par contre, si c'est difficile, mais s'il y a un sens important, c'est pas grave. L'autre chose, il y a une relation avec la douleur qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est beaucoup relié à l'impuissance. Ça fait écraser ton système physiologique et psychologique. La douleur, c'est une information. C'est pas grave tant que ça. Fait que ça, j'ai changé un peu mon rapport à la douleur par rapport à ça. Aussi, c'est sûr que, là, je n'irai pas trop loin là-dedans, c'est un petit peu deep, là, mais de plus en plus, quand tu t'intéresses aux phénomènes sociaux, aux phénomènes politiques, on est capable de le relier de plus en plus à des mécanismes mentaux qui sont très précis. Et après avoir vu ça, là, j'avais 20 ans, voir le génocide et voir un petit peu comment ça s'est passé, parce que là, évidemment, il y a toute une recherche que j'ai faite autour de ça pendant que j'étais sur place, je suis resté un petit bout. C'est comme, il y a des composantes sociales qui sont le terrain idéal pour des génocides ou des conflits très intenses, des conflits civils, des choses vraiment horribles. Entre autres, les processus d'oppresseurs et de victimes, les narratifs qu'on appelle oppresseurs-victimes. Tout ce qui est victimisation, c'est vraiment des terrains qui sont extrêmement explosifs. C'est extrêmement dangereux. Puis bon, là, je n'irai pas trop là-dedans aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Mais c'est sûr qu'il va falloir aussi que je parle de ça de plus en plus. Ça se peut que ça ne fasse pas l'affaire à, je dirais, 50% de la population. Parce que c'est très polarisé comme perception de ces enjeux-là, les enjeux relatifs à la victimisation. Mais définitivement, il y a des enjeux psychologiques qui se jouent au niveau politique et sociaux et sont de plus en plus actuels présentement avec la montée de l'extrême gauche. Donc voilà, c'est ça. Fait que, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la notion de douleur, la notion de souffrance, cette première partie-là de voyage. Et là, je suis revenu, en fait, là, parce que je suis revenu au Québec pendant 2-3 semaines parce que j'avais encore la malaria, puis j'étais vraiment pas bien, puis je n'avais pas réussi à me reposer. Ça a été quand même un gros move pour moi parce que il fallait que je détermine si je voulais continuer dans ces conditions-là ou si je revenais. Il fallait que je me réapproprie la notion de qu'est-ce qu'un succès et qu'est-ce qu'un échec. Parce que, est-ce que si je revenais, est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Donc, je n'ai pas réussi à faire le tour du monde. Donc, j'ai échoué dans mon sport et dans ma vie avant. Et donc, j'ai échoué mon voyage aussi. Donc, ça, c'était difficile pour moi de départager la notion de succès et d'échec, puis redéfinir quels sont les paramètres d'un échec et d'un succès. Et il fallait que je détermine en fonction de quoi je vais être capable d'être satisfait des choix que je vais faire. Donc, je me suis dit, si je continue obstinément à voyager, puis je ne suis pas en bonne condition, puis je ne suis pas bien, est-ce que c'est vraiment ça le succès? Donc, il a fallu que je travaille un peu personnellement pour prendre une décision qui allait être mon succès à moi. Puis le succès, c'était de faire un premier pas en fonction de ce que je pensais qui était bon pour moi. Puis ce que je pensais qui était bon pour moi, c'était de revenir au Québec. C'était de me soigner. C'était de revoir les gens que j'aime, mes parents, ma soeur, mes amis, et renager un peu. Greg, mon coach en natation, revenir dans l'eau un petit peu. Et juste ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, OK, ben les gens se souviennent de moi, ils ne m'ont pas oublié. Parce que quand tu voyages longtemps, tu peux comme un peu délirer. Parce que là, évidemment, les technologies de communication ont beaucoup changé, mais juste là, à ce moment-là, là, à 15 ans, à 17 ans, c'est beaucoup plus difficile la communication. Donc, moins tu es rassuré d'un contact, plus ça trotte dans la tête sur est-ce que les gens que j'aime m'ont oublié, est-ce que les gens que j'aime m'ont oublié, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis tout seul? Donc, ça joue, hein, ça, là, les que j'ai étudié pour mon doctorat après. Donc, il y avait cette obsession-là, là, comme, coudonc, est-ce que je suis encore en relation avec des gens que j'aime, tu sais? Donc, il fallait que je revienne pour me rassurer, puis j'ai pas, à ce moment-là, j'étais content de ce move-là, puis juste le fait que je réussisse à être content d'être revenu, puis de faire comme, de pas me taper sur la tête,
puis de me dire, ben non, c'est ça le choix que j'ai fait, c'est un choix qui est différent. Puis là, j'ai fait ce choix-là, puis je suis content. Ça c'est un gros, gros progrès pour moi de dire, non, ça, c'est ma décision, c'est bon pour moi. Donc, ça, c'est énorme, c'est-à-dire le changement de ce qu'on appelle une validation externe, c'est-à-dire des critères de succès qui sont validés à l'extérieur de soi versus une validation qui est interne. Donc, ça, c'était un autre gros succès. Puis, ça m'a rempli d'énergie. Je me suis guéri pour la malaria, puis émotionnellement, j'étais bien. Puis, je me suis dit, j'ai retrouvé le goût de compléter ce que j'avais entamé, qui était mon tour du monde. Et c'est là que je suis reparti. Donc là, je suis reparti en Europe. Je me suis dit, tiens, je vais réattaquer le voyage par un autre côté, Europe de l'Est. Donc, l'Europe de l'Est, c'est plein de petits pays qui sont vraiment, vraiment sympathiques à visiter. Puis à côté de la trek, des lions, puis de l'eau, puis de la malaria, c'était super facile. Tu as des taxis, tu as des autobus, tu as de l'eau courante. Fait que j'ai voyagé dans ces petits pays-là. C'était très Eurotrip. C'était très, très le fun. Et puis, un autre rêve que j'avais, parce que là, plus ça allait, plus ça devenait clair, comme comment on construit des grands rêves dans la vie, puis c'est vraiment pas en ligne droite. Il faut que tu as un grand rêve, mettons, là, tu as un gros cercle, puis après ça, tu as des plus petits cercles concentriques jusqu'à l'instant présent, et donc, c'est comme de pays en pays. Fait que, dans le fond, ce voyage-là, pour moi, dans le fond, c'est une métaphore de comment avancer dans la vie, je ne savais pas encore clairement, mais un des sous-cercles que je voulais faire, c'était aller en Russie, parce que un de mes héros, c'était un nageur qui s'appelle toujours Alexandre Popov, qui a révolutionné le monde de la natation, qui a révolutionné le sprint. Puis, je veux dire, il y avait une façon technique de nager sans effort, en maximisant son stroke, ses tractions. Puis, il a gagné plusieurs Olympiques. Donc, je me souviens que ça m'avait inspiré pour apprendre le russe, ça m'avait inspiré d'aller en Russie. Fait que je me suis dit, je vais passer par l'Europe de l'Est, je vais aller en Russie. Mais c'est très difficile d'aller en Russie parce que les visas, c'est très dur à en avoir. Fait que j'ai réussi à avoir un visa pour 10 jours. Ça m'avait coûté une fortune. Finalement, j'ai réussi à l'avoir. Fait que là, j'arrive en train à la frontière russe et c'est parti pour la Russie. Alors, ils ont juste défoncé puis ils l'ont amené. On est à Moscou, mesdames et messieurs. Je suis vraiment content. Ça, c'est vraiment un des plus beaux moments de mon voyage, pour vrai. Depuis 2 jours, j'ai un pied qui fait de plus en plus mal. Une chance qu'à Moscou, les métros passent à toutes les minutes. OK, je vais aller à l'hôpital. Ça fait environ 1h30 que j'étais ici. Je sais pas quand est-ce que je vais passer. On gèle. On dirait qu'on est l'hiver dans l'hôpital. Je vais voir le docteur, il dit qu'il faut que je me fasse opérer. Que je passe dans 5 jours ici à la clinique. Ça me fait chier. Il dit qu'il faut qu'il m'ouvre de là à là. C'était juste une égratignure en Ukraine, mais là, ça gonfle sans arrêt. Le docteur est prêt, mais il vient aussi de m'annoncer qu'il n'y aura pas d'anesthésiste, que je vais être opéré sans anesthésie générale. C'est ça ou l'amputation. Ça me fait mal. Quand il enlève puis il rentre un nouveau coton dans ma plaie, ça fait encore plus mal que pendant l'opération. On pense toujours qu'on est tout seul à avoir mal.
Là-bas, chaque réveil commence par la visite d'une infirmière monstrueuse, qui est cette madame-là, qui apporte de la bouffe également monstrueuse. Ça a l'air de la soupe, mais c'est pas de la soupe. C'est comme de la glu. C'est comme... C'est pas comme de l'eau, c'est comme plus épais, comme... OK? Fait que... C'est dégueulasse, cette affaire-là. J'ai jamais vu ça. J'ai essayé de bouffer cette affaire-là, là, mais je suis vraiment pas capable. La bouffe ici, là, ça a aucun bon sens. Là. Tu peux pas mettre ça dans ta bouche. Là. C'est horrible, là. Je suis pas capable. Fait que comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu déprimé. C'est assez difficile. Ce qui est difficile, c'est que aussi, on ne dort pas beaucoup parce qu'il y a environ 1 heure en fait, de nuit. Tout le reste, c'est le jour parce qu'ils appellent ça des white nights. Donc, quand tu es assez haut en latitude sur la planète, ben, à un certain moment de l'année, il n'y a pas beaucoup de nuit. Donc, à Moscou, à ce moment-là, ben, il n'y a pas beaucoup de nuit. Donc, c'est assez tough, puis il n'y a pas de rideau. Fait que tu ne dors pas beaucoup, tu n'as pas beaucoup d'énergie, c'est hyper déprimant. Tout le monde est comme découpé autour de toi. Il y a des gens qui ont des trous dans les jambes un petit peu partout. Il y en a qui ça fait 6 mois qu'ils sont là. C'est vraiment quelque chose. C'est facile de virer fou aussi parce que l'affaire, c'est que ça a tellement fait mal, mon opération, parce qu'en plus, ils ne m'ont pas endormi. Fait que, ils ont juste comme ils ont juste strappé ma jambe après la table, puis ils ont juste coupé à froid comme ça. Puis ils ne l'ont pas recousu parce que quand, à ce moment-là, il fallait que j'apporte, je ne le savais pas, mais il fallait que j'apporte mon propre matériel d'opération, mon propre matériel de chirurgie. Fait que quand il a ouvert mon pied, j'ai essayé de filmer un petit peu pour juste essayer de rester conscient, mais je m'évanouissais. Puis là, je me réveillais, puis là, je refilmais, puis là, je me révanouissais. Puis là, quand c'était le temps là, de recoudre mon pied, ben là, il m'a demandé si j'ai du fil, si j'ai apporté du fil. Mais je n'ai pas apporté de fil, tu sais. Tu n'apportes pas ton fil pour aller te faire opérer. Mais c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Ça ne coûte rien. Faire opérer, ça ne m'a rien coûté. Hein? Mais il faut que tu apportes ton stock. Et là, je n'avais pas rien. Fait que là, au moment de me faire recoudre, ben là, le chirurgien, c'est comme il checkait à terre. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, comme si la réponse est à terre. Là, tu sais, tout est sale. Tu sais. Puis là, finalement, il a juste mis du coton dans mon pied ouvert. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment douloureux. Puis là, l'affaire, c'est quand il rentrait le coton dans ma plaie, ça séchait. Mais tous les jours, il faut qu'il change. Fait qu'il prenne des pinces, puis là, il tire. Mais là, ça a tout croûté là, dans le pied, tout enflé. Là. Juste regarder le pied, ça fait mal. Fait qu'une pince, il faut que tu tires là-dessus. Fait que ça arrache tout. Fait que là, ça me rendait fou parce que je pensais, j'avais juste peur à quand est-ce que je vais me faire arracher le bandage à tous les soirs. Fait que ça me rendait fou. Donc, ça, plus des piqûres dans les fesses tous les jours. Puis, tu sais, quand il pique dans les fesses, là, tu sais, il pique pas comme tranquillement. Là. Il pique, puis il pousse ça. C'est quasiment un coup de poing dans les fesses. Ça faisait vraiment mal. Fait que, puis la bouffe, c'est pas mangeable. C'était vraiment tough. Là. Fait que je suis en train un petit peu de virer fou. Fait qu'il a fallu que je parle un petit peu à un ami pour qu'elle me crainte un peu. Fait que ça m'a aidé un petit peu à me sortir. Qu'est-ce qui est positif aujourd'hui? C'est incroyable. Et là, il faut vraiment que tu essaies de te focusser à ne pas penser au pansement avant que tu sois rendu là. La douleur, c'est autant émotionnel que physique. Quand tu t'enlèves les fameux pansements, il faut que tu essaies de penser à quelque chose
de positif. Tu te pratiques à être capable de l'imaginer facilement. Si tu fais pas ça, c'est comme tu vas souffrir toute la journée. Tu occupes ton cerveau sur une chose, puis ton corps il est en train de se faire enlever ses bandages. Puis là, au moins, tu vas souffrir juste quand ça va arriver. Là. Je vais t'appeler demain, puis je vais penser beaucoup à toi. Pour une fois, il y a une affaire qui est bonne. C'est une espèce de jus rose. Je sais pas faire tout. Je me suis donné un défi. Faire le plus grand nombre d'allers-retours dans le couloir. J'en ai fait 248. Merci, maman. Le bloc 2 vient de se terminer. Je vais arrêter le partage quelques instants. Je vais repartir le prochain bloc. Donc, comme vous pouvez voir, j'essaie de me sortir mentalement de là. Okay? Parce que ce qui est difficile avec la souffrance, c'est que des fois, il n'y a pas d'issue ou les issues sont vraiment pas évidentes. Donc, ça rend la tâche très difficile pour survivre mentalement. Donc là, ce qui se passait, c'est que je souffrais et je ne savais pas à quoi m'accrocher parce qu'il n'y avait rien de positif. Fait que mon impuissance était au maximum. L'impuissance, c'est ce qui fait cracher ta sérotonine, c'est ce qui fait augmenter ton anxiété, c'est ce qui augmente ton cortisol. Ça tue, c'est ce qui crée la dépression. Donc là, j'étais cloué, je ne dormais pas. Puis là, ce que j'ai fait, c'est la première affaire, c'est qu'il fallait que je diminue mon impuissance. Donc, il fallait que j'augmente mon contrôle sur quelque chose. La deuxième affaire qu'il fallait que je fasse, c'est qu'il faut que j'augmente mon pool de dopamine. Ça veut dire qu'il faut que je réussisse des affaires. Fait que si j'augmente mon sentiment de contrôle puis je réussis à faire des tâches, je vais augmenter ma compétence, mon sentiment d'efficacité personnelle. C'est un des piliers super importants de la motivation. Donc, si je reprends le contrôle, je vais augmenter mon autonomie qui augmente la motivation. Si je réussis à faire une tâche sur laquelle je contrôle puis je réussis à avoir des succès là-dedans, je vais augmenter ma dopamine. Donc, ça va augmenter mon sentiment de compétence et d'efficacité, ce qui est l'autre pilier de la motivation. Et finalement, je me suis dit, mais là, je vais parler plus à mes petits amis découpés. Fait que là, il faut que je me force, il faut que je me fasse plus d'amis. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais pratiquer mon russe en parlant puis en augmentant mes relations. Fait que j'ai essayé de maximiser les trois piliers de la motivation comme ça. Et c'est ce qui m'a amené à être capable de passer à travers ça. Et comme vous avez pu voir juste dans la vidéo tantôt, je me suis trouvé des défis de faire le plus grand nombre d'allers-retours dans le couloir. C'est sûr que ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais quand on est en situation de survie, il faut penser absolument à quelque chose que tu dois réussir. Puis pour le cerveau, s'il embarque dans quelque chose, ça va compter, ça va marcher. Donc là, je voulais faire le maximum d'allers-retours dans le couloir. Puis le lendemain, je voulais battre ça. Puis le lendemain, je voulais battre ça. Puis à un moment donné, j'ai réussi à faire 248 allers-retours. Fait que je voulais faire ça. Fait qu'il faut que le cerveau, il marche seulement bien quand il poursuit des buts. Sinon, il n'y a rien qui marche. Aussitôt qu'il commence à se regarder le nombril, à s'analyser, à essayer d'être quelque chose, un cerveau, ce n'est pas fait pour s'auto-analyser. C'est fait pour réfléchir sur soi, mais toujours dans une perspective de faire quelque chose. Toujours dans une perspective d'avancer vers quelque chose. Toujours et obstinément. Puis là, il fallait que je resyntonise ça en place. Fait que ça a bien fonctionné. Il rit parce que je dis merci. Tous les jours, elle arrive avec de la soupe. Tout tu lis, calé. Balé. Ça fait déjà 10 jours. Donc, plus de visa. C'est bien beau la Russie, j'ai bien aimé ça. Belle expérience. J'ai le goût de revenir. J'ai bien aimé ça. Donc là, en Russie, quand ton visa est expiré, tu as intérêt à bouger tes fesses de là, comme on dit, parce que tu ne veux pas
te retrouver dans Très bon ça pour garder mon pied désinfecté. pas de visa. Excellent. Donc là, moi, je suis parti en Thaïlande parce que j'avais pas besoin de visa. Mon pied n'est pas réparé, il est tout ouvert. Donc là, c'est un autre monde. La Thaïlande, ils mangent des bébites, des scorpions, tout le kit. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de tourisme. Ça bouge vite, ça flash de partout. C'est une autre atmosphère, carrément. Puis quand c'est très touristique, ben il y a beaucoup de party. Fait que c'est la première fois dans mon voyage parce que là, j'étais comme dans un univers de party. C'est ça, comme les deux néerlandaises que vous voyez. Donc, party, mais moi, honnêtement, je suis pas vraiment un gars de party. C'est juste, je suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste, c'est pas mon affaire. Je ne traite pas à faire ça. L'autre chose, ben, tout ce qui est très touristique dans les pays où la devise est pas chère, il y a beaucoup de tourisme sexuel. Fait que la prostitution, il y en a en masse. C'est vraiment fou. C'est pas quelque chose non plus qui est super le fun. Tu te promènes dans la rue, tu te fais achaler par des prostituées, hommes, femmes, enfants. C'est vraiment pas la meilleure expérience, mais ça fait partie d'une réalité actuellement que je pense que c'est très bon d'être conscient. Par contre, c'était pas mon affaire, donc j'ai décidé d'utiliser un petit peu plus la formule africaine. Je me suis dit, je vais aller au nord du pays et je vais essayer d'aller dans des plus petites communautés. Donc, je suis allé à Chiang Mai, à la frontière de la Birmanie. Maintenant, c'est rendu très gros, Chiang Mai. Là, c'est rendu gigantesque, quasiment autant que Bangkok, pour aller voir une communauté de femmes girafes. Fait que j'avais entendu, évidemment, parler de ça. C'est toujours quelque chose qui est visuellement qui est impressionnant, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, c'est déjà très, très discret. Ils sont vraiment cute, eux autres. Avec quoi qu'ils jouent? Ah. OK. Hi. Mais j'ai réalisé, là, en commençant à être plus dans des communautés, je veux dire, reculées un peu plus, j'ai réalisé que c'est pas si facile de trouver des communautés vraiment reculées ou des tribus vraiment naturelles, pas commerciales, extrêmement difficiles. Et donc, en Thaïlande, c'est très commercial. Donc là, ils essaient de te vendre toutes sortes de choses, comme la madame que là, elle essaie de me vendre plein d'affaires, dont un chapeau. Je l'essaye un petit peu pour lui faire plaisir, mais c'est pas trop mon affaire. Par contre, il y a aussi une communauté dans ce coin-là de femmes qui avaient les dents noires, puis c'est parce qu'elles mâchent une espèce de racine avec une feuille de coke. Fait qu'elles sont tout le temps un petit peu stimulées, disons. Donc, moi, j'étais toujours dans la perspective de on met tout dans sa bouche, on essaye. I eat that? Can I make one? What? Oh, horrible. Nice. Yum. It's disgusting. No, it's good. I love it. Do I have to swallow? Oh, puis. I have to spit. You have water? That's the water. I do it for 20 baht. Yep. Un moine a décidé de soigner des tigres blessés. Il y en a maintenant une quinzaine, et j'ai pu flatter les moins méchants de la journée. Incroyable. Rien d'autre à dire, c'est juste incroyable. Je suis un tigre. Huit mois après avoir lâché la compétition, c'est ici que pour la première fois je me sens vraiment libre dans l'eau.
fait jusqu'à maintenant. Je commence à trouver que la Terre est toute petite. Simple. Magnifique. Ça fait 7 mois que je voyage, et dans à peine 30 jours, je devrais rentrer. Maintenant, chaque minute compte. Profitez de chaque respiration. Là, tu sais, à ce moment-là du voyage, il y a comme un espèce de truc qui se dépose, tu sais, dans le sens que Dans le fond, là, on fait ce qu'on veut, puis là, on s'en calisse. C'est une continuité, là, la vie. Il n'y a pas de... T'es pas supposé faire ça. T'es pas supposé être rendu à quelque part à tel âge. Tu fais ce que tu veux. C'est simple de même. Là. La frontière du Cambodge est pas loin, je crois. C'est ça. Fait que j'essaie de m'en aller au Cambodge. Fait que, il y a des réflexions qui se passent à un moment donné dans un voyage, particulièrement ce coup-là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme il faut préparer le retour. Fait que souvent, on investit beaucoup d'énergie pour le départ. C'est souvent ça, c'est là-dessus qu'on focus énormément quand on voyage, sur le départ. Mais dans notre culture, dans notre compréhension, on ne prépare pas le retour. Moi, je pense qu'il faut préparer le retour beaucoup plus que le départ. Donc, mettons, tu fais un voyage qui est très long. Dès la moitié du voyage, il faut commencer à préparer comment on va intégrer les apprentissages au retour. Parce que sinon, tu as un gros down au retour. Et ça, et là, les gens interprètent ça comme ah, tu vois, c'est pas pour moi, la vie sédentaire, je suis un nomade, gna gna gna, gna gna gna. C'est pas vrai du tout. C'est un manque d'appropriation et d'extraction du sens du voyage. Et ce sens-là n'a pas été implanté dans de nouveaux projets au retour. Ce n'est pas vrai qu'on ne fait que voyager dans la vie, qu'on n'est qu'en déplacement, puis on profite de tout, puis on s'investit dans rien. Ce n'est pas vraiment la façon possible ou la façon de retirer le meilleur de sa vie. Donc, j'ai été très chanceux parce que j'ai été accompagné justement par des psychologues pour préparer le retour. C'est comme qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça veut dire de moi, quelle responsabilité je dois prendre, comment je vais continuer à être dans un même mindset, mais de retour à Montréal. Parce que sinon, si on ne comprend pas que le voyage est une continuité, bien, on a fait un voyage et là, on rembarque complètement dans le pattern qui a été laissé avant. C'est pas ça du tout le but. Le but de faire des voyages qui sont complexes, qui sont difficiles, c'est de créer un gain dans notre fonctionnement. Mais encore là, ce gain-là, il doit avoir un travail d'export ou d'intégration dans la vraie vie. Et ce n'est pas si simple que ça. Parce que sinon, notre cerveau, il pense qu'on est juste mieux en voyage. Non, oui, il y a eu des parties de soi qui se sont révélées dans le voyage, mais encore là, il faut les intégrer dans des projets pour avoir le même mindset de continuité. Donc, c'est ça qui est un défi, définitivement, dans les retours de voyage.
2 prostituées qui attendent que je me réveille pour me proposer leur service, que j'ai refusé, bien évidemment. La dernière chose à laquelle je voulais penser, c'était ma vie au retour à la maison. Where I put it? I don't have a cow. You put in your home. Why? I'm not interested. No, I don't buy. Why you don't buy? Because I'm not interested. You buy. You buy. No, I don't want to buy this. No. Because I don't want to. No, you buy. But you know why you don't buy? I don't want to buy them, okay? No. You buy. No. I know. I don't like them. You buy. No. I know. No. Because I don't like them. You buy.我要一个房间，住10天。你是哪个国家的？我是加拿大人。我去一辆自行车去逛一逛。对不起，我们没有自行车了。那我应该怎么做？到家。Alors que je regardais le grand chiffrier du décompte qui s'écoulait lentement, je pouvais pas m'empêcher de me dire que c'était aussi celui de mon voyage, de mon retour à la maison. La fin de la plus grande aventure de ma vie approche. Je sais pas si c'est réellement la fin. Je suis à Beijing, mais tellement loin des Olympiques. Ce vieil homme lance des roches pour orienter son troupeau de moutons qui est en bas.
seras témoin de beauté qui n'existe que dans l'imagination des gens. Tu vivras de grands moments de solitude, mais c'est le prix que tu devras payer. Peu importe ce que tu vivras, tu iras jusqu'au bout de ton rêve, parce que tu ne vaux rien de moins. Au cours de ce voyage, tu apprendras sur ce que tu vois, mais ce que tu apprendras de plus important sera sur toi-même, sur ce dont tu as besoin pour être heureux. Mes chers amis, il est arrivé tant de choses et je suis maintenant à l'aéroport de Beijing. Je rentre dans l'avion pour Montréal dans quelques minutes, mais il y a une partie de moi qui ne le réalise pas encore. Facile de résumer tout ce qui s'est passé pendant 8 mois. Je le fais pour rien oublier, pour que le rêve continue. J'ai été heureux de retrouver ma famille. J'étais bien avec eux. Mais le départ en appart est une autre étape. J'ai retrouvé mon amie Louise. Je suis retourné aux études. Je suis plus avec ma blonde. Mais j'aurai toujours le goût de l'aventure. Pour le plaisir, j'ai repris la natation. Et j'ai étrangement réussi à battre mon meilleur temps, ce qui m'a donné accès aux essais olympiques. Suivre son intuition. On se perd, on se démêle en rushant, on trouve un chemin, ça recommence sans arrêt. Voilà tout le monde. C'est tout. Ça a été mon premier film. Ça a été le voyage que j'ai pas mal tout changé pour moi, qui fait en sorte que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, en partant de la psychologie, puis tribal, puis... Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir vous le partager parce que je pense que ça fait partie un petit peu de mon mandat de rendre les gens capables de faire des choses qui leur ressemblent, puis de trouver des forces qui sont cachées dans eux autres. Puis des fois, souvent, on est à un cheveu
de découvrir des choses vraiment importantes de soi. On n'est jamais si loin que ça. Mais quand même, que tu sois à 1 kilomètre ou à un cheveu, si tu le vois pas, tu le vois pas, tu es dans le noir quand même. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on est souvent pas si loin que ça, puis ça prend juste un petit coup de pouce de plus. Puis c'est ça, fait que ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça. Je ne l'ai jamais partagé publiquement parce que ça a été acheté par les grands explorateurs au début, ce film-là. Et donc, puis après ça, ben, je l'ai utilisé des fois dans des conférences, mais plus rarement. Puis je me suis dit, ben, tiens, après Tribal, ben, ça aurait été le fun de partager que juste que, tu sais, des miracles, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est vraiment extraordinaire. C'est du travail, puis on apprend, hein, puis on se lance des défis, puis tout ça. C'est très, très progressif. C'est très long. Hein, ça fait 17 ans, ce premier voyage-là, mais ça vaut la peine, je pense, d'investir sur des rêves, sur des grands projets, puis aller au bout de quelque chose. Même si on ne sait pas exactement où ça va mener, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est l'investissement qu'on met là-dedans. Et moi, pour moi, c'est une opportunité que je me suis donnée, puis je fais toujours ça aujourd'hui. C'est exactement ça que je fais. Je fais des formations, je fais de la psycho, puis je continue à aller dans des tribus, faire des voyages, puis j'essaie de le faire partager aux autres en faisant des expéditions avec d'autres personnes. Puis, moi, je ne me vois pas changer ça parce que j'ai créé un peu la job qui me ressemble. Mais je pense qu'il faut se donner l'opportunité de découvrir des choses. Puis avec le temps, avec la passion, ben là, les choses commencent à porter fruit. Mais je pense qu'il faut être fier des petits pas qu'on fait. Je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait, puis surtout aller dans une zone d'inconfort, dans ce qu'on aime quand même. Je pense que la douleur, ça fait partie des choses correctes de la vie. Je pense que c'est une bonne chose. Et la souffrance, non. L'impuissance, non. Mais si on a mal à cause de défis qu'on se met soi-même, on est correct. Ça ne nous tuera jamais. Par contre, si on souffre à cause de critères qui sont externes, parce qu'on se sent coincé, ça, c'est complètement différent. Donc, l'anxiété ou même la douleur ne sera pas interprétée de la même façon par le cerveau et n'aura pas même les mêmes conséquences, dépendamment de qui crée le défi. Donc, l'important, c'est arrangez-vous pour que vous donniez beaucoup plus de misère que n'importe qui est capable de vous en donner. Et vous allez toujours avoir une longueur d'avance. Vous êtes toujours leader le peloton. Et c'est ce qu'on veut être. On veut être des leaders, mais pour ça, ça doit être auto-drivé, ça doit être auto-nommé. Ça s'appelle l'autonomie, justement, se nommer soi-même, c'est-à-dire nommer ses propres défis, sa propre destination et ses propres investissements. Et c'est très dur à regretter des choix comme ça. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous donner le goût de relever vos propres défis puis de vivre votre vie comme un voyage parce que très sincèrement, je pense que le voyage ou les expéditions ou la survie même, ce sont des grandes métaphores de la vie, mais c'est juste qu'on a tellement créé une société qui est solide, qui est forte et confortable qu'on perd ça un peu de vue et donc on a tendance des fois à devenir victime et donc parce qu'on attribue la souffrance avec des facteurs externes. Il faut vraiment faut essayer de s'écarter de tout paradigme de victimisation pour tout le temps remettre ses propres défis en perspective, puis toujours être autonome dans sa façon d'aller où on veut aller. Et c'est la façon de combattre toute forme de victimisation, puis de dire je ne suis pas victime de quoi que ce soit, je prends les moyens pour faire arriver les choses. Et ça, c'est la façon de se construire. Donc, plein de super défis, puis surtout que vous soyez fiers des défis, des échecs, comme des succès. By the way, moi, je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux. C'est un autre concept, là, mais je ne crois pas du tout à ça, la notion d'échec et de succès. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Je sais que l'investissement et le fait d'aller vers l'avant, c'est ça la job. Et fait qu'après ça, le résultat, quelle forme ça prend, là, ça n'a aucune importance là, parce que le gain va être là. Fait que merci. Puis je remercie Jean-Sébastien Hamel. C'est lui qui a co-réalisé avec moi ce film-là. Donc, voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je voulais quand même le souligner. Je remercie aussi mes parents et ma sœur et ma grand-mère de m'avoir encouragé à faire tous ces projets de fou-là. Donc, puis toutes les autres personnes qui continuent à m'encourager sur une base quotidienne.
Fait que je vous remercie, puis je vous souhaite une super belle soirée.